Donc bonjour à tous, merci de nous avoir réunis pour cette table ronde au titre ambitieux. CRA, NIS 2, DORA, quel plan d'action pour se conformer aux réglementations cyber? Donc je me présente, Nicolas Doge du CLUSIR Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai le plaisir de voir convier sur cette table ronde nos 5 interlocuteurs du jour que je vais laisser se présenter. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour à tous, Yoannis Sartel, directeur technique Elysium Security et RouteMe Pro, la version professionnelle de la fameuse plateforme RouteMe. Enchanté. Bonjour, je suis Emmanuel Petit, je suis responsable de l'animation régionale pour le Club 27001 et aussi directeur conseil cybersécurité pour Avant-Garde qui est juste ici. Bonjour, Jérémy Rosen, je suis responsable de la filière embarquée de Smile, une ESN spécialisée dans le développement logiciel de toutes les couches des produits embarqués, du driver jusqu'à l'application métier et la communication. Bonjour, Stéphanie Revol, je suis avocat au barreau de Lyon et je travaille dans le secteur de l'informatique et de la cybersécurité. Bonjour à tous, je suis Franz Régul, je suis le directeur de la cybersécurité de la Banque publique d'investissement BPI France. Merci. Alors je vais quand même vous inviter à parler assez fort pour que effectivement nous aussi on puisse vous entendre, parce que je sais qui vous êtes. Mais pour la suite, je suis curieux d'avoir vos réponses. Donc vous voyez un panel assez hétérogène qui nous permettra de couvrir beaucoup des questions qui sont soulevées lors de cette table ronde. Une première question, pour bien comprendre de quoi on va parler d'abord. Stéphanie, est-ce que vous pourriez rapidement nous dresser un panorama de ces réglementations ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un paysage réglementaire qui est en augmentation depuis les dernières années avec l'adoption d'un certain nombre de règlements et de directives. Donc, je vais vous dresser un petit inventaire rapide de ces règlements que vous connaissez peut-être pour certains. Donc, la première directive qui est assez connue, c'est la directive NIS 2 du 14 décembre 2022 et son corollaire, la directive sur la résilience des entités critiques qui concerne la résilience opérationnelle des OIV. Donc de la même date, qui est toujours en cours de transposition au niveau national. On peut citer ensuite, toujours à la même date, le règlement DORA, donc le règlement Digital Operational Resilience Act, qui lui concerne la résilience du secteur financier, résilience opérationnelle du secteur financier. Ensuite, ça fait un peu inventaire à l'après-vert, mais je continue, le Cyber Resilience Act, ou le CRA, comme on aime à l'appeler, du 23 octobre 2024, qui lui concerne la cybersécurité des objets connectés. C'est un raccourci, mais c'est à peu près ça. Également l'IA Act, que vous connaissez aussi peut-être, il a été assez médiatisé, du mois de juin 2024, qui établit des règles harmonisées afin de garantir notamment les droits et libertés fondamentales des personnes concernées par les traitements mis en œuvre par l'IA. Et je citerai également le dernier qui a été adopté le 4 février 2025, entré en vigueur plus exactement en 2025, c'est le règlement sur la cybersolidarité qui entend installer un système de réponse et de détection au niveau européen, basé notamment sur des SOC interconnectés au niveau européen. Voilà pour ce paysage réglementaire assez dense. Donc on comprend bien déjà l'évocation des titres, des noms, des normes, qui a un objectif commun de sécurisation de nos systèmes d'information au sens large. Pour autant, est-ce que ces normes ont des obligations communes ? Alors, des obligations communes, oui et non, surtout des principes communs. Le premier grand principe sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est une approche tout risque. C'est extrêmement important puisque cette approche tout risque prend en compte non seulement la gestion du facteur humain, mais aussi toute la chaîne opérationnelle et vous allez certainement en parler tout à l'heure. Donc on trouve des obligations contraignantes pour les sous-traitants. C'est le cas dans DORA, par exemple, le règlement sur la cyber-résilience du secteur financier qui impose des obligations aux prestataires de services TIC. Également commun, un principe dit de proportionnalité, qui est un principe européen, par lequel, finalement, en application duquel les obligations qui sont mises à la charge des différentes entités, produits et services, sont proportionnelles au risque, à la criticité des opérations menées et au secteur d'activité concerné. Sur cette base, on a établi des systèmes de classification qui sont désormais bien connus. Par exemple, NIS 2, on a une classification des entités concernées, entités importantes, entités essentielles, avec des obligations qui peuvent différer très légèrement.
et également la criticité des incidents, donc incidents critiques, incidents importants, avec des obligations de notification et de suivi qui peuvent également différer. Parmi les autres grands principes à citer, tout ce qui est obligation de transparence, en commun dans tous ces règlements, dans toutes ces dispositions, l'obligation de notifier les incidents auprès des autorités compétentes. Et également une obligation de transparence vis-à-vis des utilisateurs avec la publication de certains process et la mise à disposition en ce qui concerne le CRA du certificat de conformité CE. Enfin, et j'en terminerai par là, le Security by Design, qui est très important. Donc, on va concevoir la cybersécurité dès la conception du produit. Elle doit être intégrée au produit. Ça, c'est aussi un principe qu'on retrouve dans tous ces règlements. Donc, on perçoit que ces réglementations, on va dire, elles ne réinventent pas la roue et elles s'appuient sur des mesures de sécurité, des bonnes pratiques qui étaient préexistantes et qui apparaissent notamment dans un bon nombre de normes de standardisation qui sont déjà disponibles au plus grand nombre. Emmanuel, quelles sont les interactions justement entre ces normes, disons de l'industrie, et ces normes d'un point de vue juridique ? Alors effectivement, vous avez pu voir beaucoup aussi d'articles sur Internet qui parlent de l'association entre 27001 et les interactions entre la norme 27001-2022 et directive Nice ou DORA. La norme 27001, pour rappel, c'est un système de management qui vise à mettre en place un ensemble de processus autour de la gestion des risques cyber, visant à protéger une organisation ou le périmètre qu'on va cibler. On a un point qui est intéressant, qui est dans l'annexe A de la 27001, qui est un ensemble de bonnes pratiques, où on parle aussi de 27002, c'est un ensemble de bonnes pratiques qu'on retrouve également sur la NIS 2, où lorsqu'on parle des 10 exigences de sécurité que met en avant NIS 2, dans l'article 21, on fait une forte corrélation avec justement les bonnes pratiques déjà mises en place. Stéphanie aussi parlait d'approche security by design, de gestion des risques. Ce sont des pratiques également qu'on retrouve avec le système de management 27001. Les premiers points qu'on attend lorsqu'on travaille sur un projet 27001, c'est mettre en place une approche par les risques, donc faire une analyse de risque. Ça tombe bien aussi, c'est des choses qu'on nous demande dans DORA ou dans NIS 2, de faire une analyse de risque, même si les périmètres ne sont pas forcément les mêmes. Et ensuite, de mettre en place des mesures de sécurité permettant de traiter ces risques. Ça tombe bien, c'est un peu ce qu'on nous demande aussi avec NIS 2 et DORA. Et d'ailleurs, dans NIS 2, si on regarde la directive, il y a un paragraphe, je crois que c'est le 78 avant les tout premiers chapitres, qui fait justement une similitude et une corrélation avec les normes de la famille 27000. Qui veut dire les mesures de gestion des risques cyber doivent être traitées sur la sécurité physique, sur la sécurité réseau et conformément aux bonnes pratiques qui sont liées à la famille 27000. Donc on retrouve une forte similitude et une corrélation avec ces sujets. Je vous ai parlé tout à l'heure sur NIS 2 de 10 thématiques sécurité ou 10 bonnes pratiques qu'on retrouve en termes de gestion des accès, de traçabilité, de sauvegarde, etc. C'est également des aspects qu'on va retrouver avec les bonnes pratiques de la famille 27000. Je prends un exemple qui est la matérialisation de la politique de sécurité, des actions de sensibilisation, la gestion des accès et même l'authentification forte sur ces sujets, la sauvegarde, la supervision. Ce sont d'autant plus d'éléments que des entreprises qui sont préparées avec des certifications 27001 peuvent être plus ou moins préparées avec un accompagnement sur NIS 2 et pourquoi pas DORA. Cependant, être certifié 27001 ne veut pas forcément dire je suis 100% compliant DORA ou NIS 2, parce qu'on voit qu'il y a des différences. On parle même du principe que, par exemple, si je fais NIS 2, on voit à peu près 80% de couverture si on prend l'ensemble de la directive. Et justement, les 20% résiduels, ils consisteraient en quoi ? Un des points dont je parlais souvent, et d'ailleurs encore pas plus tard que ce matin au stand, l'approche de gestion ou le processus de gestion d'incidents. Dans les bonnes pratiques 27001 ou bonnes pratiques de sécurité, il se veut d'avoir justement un process qui permet de qualifier et de traiter l'incident. NIS 2 ou même DORA vont un peu plus loin, ils vont imposer des exigences en termes de délai de notification. C'est un des premiers points qui diffère justement entre ces pratiques et ces directives. À savoir, on a des délais de 24 heures, 72 heures pour alerter et notifier l'autorité ou le CSIRT en cas d'incident.
à partir du moment où vous l'avez évidemment bien entendu identifié. Les bonnes pratiques 27002 ou même la globale en étant certifié 27001 vous impose juste à avoir un process, mais ne vous indique pas de dire je dois avoir 24 heures, 48 heures de notification. Donc ça, c'est un exemple qui est notamment notable. Un deuxième exemple, c'est pas parce que je suis certifié 27001, je le disais tout à l'heure, je vais être 100% aligné avec les pratiques et les attentes de NIS 2. Je peux être certifié sur un périmètre de mon activité qui ne couvre pas l'ensemble de mon organisation. Alors que NIS 2, on parle d'une directive qui s'applique sur l'ensemble des systèmes d'information de l'organisation qui est ciblée. Ça, c'est aussi une directive qui impose un changement différent entre 27001 et NIS 2. Merci. Donc, on a les réglementations, on va dire, qui sont en accès libre. On a les normes qui sont en accès plus ou moins restreint, selon lesquels. Maintenant, il y a des entreprises, nos entreprises, qui s'appuient de plus en plus aussi sur les technologies open source, qui elles sont plus ouvertes. Johan, quelles incidences de ces réglementations sur les technologies open source? Alors, côté Europe, on va avoir essentiellement sur la partie CRA un impact, on va dire, pour les éditeurs et ceux qui vont utiliser au final au quotidien de l'open source, du libre, dans leur code source, dans leurs produits qui vont être à destination à usage commercial. Donc globalement, dans cette partie open source et libre, il y a deux mondes à distinguer. Celui qui va être sur du logiciel libre, où il y a un développement communautaire de particuliers dans un projet, entre guillemets, qu'il soit libre ou open. S'il y a une intégration commerciale de ces composants, là, effectivement, la norme va s'appliquer. En fait, on va devoir mettre en place de la sécurisation dans la conception de ces produits. Donc, on va utiliser tout ce qui existe déjà. En fait, on parlait de conception de security by design, par exemple, dans le secteur de l'industrie. On va retrouver la norme IEC 62443 qui va apporter un cadre méthodologique, un peu comme en fait l'ISO 27001 qui permet de définir un cadre de gouvernance de la sécurité des systèmes d'information et de structurer par du process selon ISO la cybersécurité dans un environnement sur un périmètre donné. Et bien là, on va avoir la même logique dans la conception des produits, c'est-à-dire comment mettre en place des pipelines pour sécuriser mon produit, faire de l'analyse de code, de la revue de code et autres. Donc, globalement, il y aura un impact, effectivement, pour ceux qui vont absorber du composant libre, open source, ou ceux qui vont finalement revendre, entre guillemets, des versions propriétaires commerciales de leurs produits, qui font souvent dans l'écosystème open source. On a quand même pas mal de choses. Se rappeler que l'open source a une vocation d'interopérabilité industrielle. C'est pas comme le libre, entre guillemets. C'est apparu bien après la notion d'open source. Et de se rappeler que on doit entre guillemets, s'approprier ce code et l'intégrer dans son pipeline de production côté de celui qui va concevoir un produit. Il faut être conscient qu'on intègre du code qui est externe, des projets qui peuvent venir de n'importe où, comme les libs NPM qu'on a vu il n'y a pas longtemps avec les compromissions qu'il y a eu. En fait, les entreprises qui vont utiliser ce composant vont se retrouver, entre guillemets, responsables de l'intégration de ce code, de ces composants dans leur stack et dans leurs produits qu'ils vont revendre à leurs clients. Donc effectivement, il y aura un impact, mais pour ceux qui vont intégrer ces produits. Mais c'est comme un produit, on va dire, éditeur. En fonction des produits, des projets open source, on peut avoir des entreprises, des communautés qui sont derrière. Et il suffit de voir un peu la gestion de la sécurité, des vulnérabilités qui sont faites sur le projet pour se donner en ordre de grandeur déjà des actions qui sont faites sur ces projets et comment l'intégrer de manière sécurisée et pertinente dans ces pipelines de développement de produits. Ça sera un petit challenge côté éditeur et conception de produits, mais il y a le cadre méthodologique et on a plein de choses qui existent, entre guillemets, dans l'outillage pour répondre à ça de manière maîtrisée et pragmatique. Voilà. Merci. Donc on a maintenant une vue globale de ces normes et de leurs incidences. Jérémy, vous avez mené des projets de mise en conformité, en particulier sur le CRA. Quelles sont les principales difficultés que vous avez pu être amené à rencontrer ? Alors, les principales difficultés qu'on rencontre, je dirais, dans la vraie mise en place du CRA dans des entreprises embarquées typiques qui font le métier depuis pas mal d'années, ne sont pas techniques. C'est-à-dire que oui, il va falloir mettre du boot sécurisé, il va falloir faire un système de mise à jour, etc., etc. Ça coûte de l'argent, ça fait du délai, rien de neuf sous le soleil. Là où ça se complique, c'est parce que ces normes-là nous imposent de signaler, de remonter des alertes quand on découvre des failles de sécurité. Demande d'avoir un chemin pour que nos utilisateurs nous remontent des alertes s'ils trouvent des failles de sécurité. Nous demande de mettre à jour nos produits. Beaucoup de systèmes embarqués ne sont jamais mis à jour. D'accord ? Tout ça, c'est des choses qui vont nous demander à mettre en place de l'organisation interne de l'entreprise.
C'est pas technique du tout, hein, ça demande à mettre en place, alors peut-être pas des helpdesk, mais c'est l'idée, ça demande des choses qui vont devoir être faites par l'IT de votre entreprise, une page web remontée d'alerte sur votre page principale, ça veut dire que vous allez devoir avoir des équipes qui vont faire de la maintenance de vos produits dans la durée, ça veut dire que quand des nouvelles versions de logiciels, quand des composants que vous utilisez, propriétaires ou open source, ne sont plus maintenus parce que vos produits ont des durées de vie longues, il va falloir faire une mise à jour de version de vos composants pour ensuite pouvoir les distribuer. Et c'est des choses qu'il va falloir maintenir dans la durée. Donc ça, c'est des choses, il faut les budgéter. Il faut les budgéter au début de la vie du produit. Mon produit a une durée de vie de 20 ans. Tous les ans, j'ai besoin de tant d'hommes-jours pour le maintenir à jour. Je fais ma multiplication, je présente ça à mon chef. Donc tout ça, c'est des choses où, en fait, c'est pas vraiment compliqué à faire, mais tout ça, c'est des choses où c'est nouveau. La plupart des équipes R&D ont à peine la vision sur la sortie de leur produit et généralement n'ont pas la vision long terme sur la vie du produit et encore moins sur la fin de vie du produit. Tout ça, c'est des problèmes qu'il va falloir aborder. Donc, tous ces problèmes-là, c'est là qu'on voit venir les difficultés. C'est quand je discute à un expert technique, à un chef de projet, et je lui dis quel est le plan que vous avez pour maintenir l'équipe pendant les 10 prochaines années. Il répond moi je ne sais pas, dans 2 ans je change de projet. Voilà, elle est là la difficulté. Merci. Et si vous aviez un conseil à donner à des entités qui se lanceraient dans des démarches de conformité ? Commencer par le début. Le début, c'est l'analyse de risque. Alors, le faire de façon formelle, c'est évidemment beaucoup mieux. Mais si vous ne pouvez pas le faire de façon formelle, faites-en au moins une informelle. Vous prenez votre produit et vous étudiez tous les cas d'utilisation. Et quand je dis tous les cas d'utilisation, ce n'est pas tellement les cas d'utilisation auxquels vous pensez, c'est-à-dire l'utilisation normale du produit, c'est comment je fais de la maintenance. Si j'ai une panne, qui va interagir, quel droit il a sur mon produit, quand mes certificats sont plus à jour, comment je les renouvelle, si j'ai une alerte de sécurité, comment je fais un déploiement, qui s'en charge, à quelle fréquence, pendant combien de temps, etc. On a cette étude complète de la vie du produit qui va naturellement vous donner une idée une analyse de risque, donc les risques cyber, et également toutes les permissions au sens large, les droits d'utilisation. Mon maintenancier, est-ce qu'il a besoin d'être root sur mon produit ? Est-ce que la personne qui va intervenir sur mon produit en cas de panne a la compétence technique pour être root ? Parce que c'est facile de mettre un accès SSH root, c'est difficile de garantir que la personne qui va s'en servir ne va pas faire de bêtises. Voilà. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser, avec toujours les compromis entre mon produit n'est pas récupérable parce que je l'ai trop fermé et mon produit est facile à pirater parce que je l'ai trop ouvert. Tout ça, c'est des réflexions. Il faut commencer par là. Et si votre produit est déjà en cours de développement, il faut le faire quand même parce que vous allez découvrir des trucs. Pour moi, c'est le conseil numéro 1, c'est vraiment de commencer par vous poser cette question-là. Merci, encore. France, la BPI accorde une attention particulière à la sécurisation des systèmes de ses clients et de leurs activités. Quelles actions propose-t-elle en la matière ? Alors effectivement, nous, notre mission, c'est de soutenir l'industrialisation et la décarbonation de l'industrie en France. C'est donc d'assurer le succès de nos clients, d'y contribuer, pas seulement en tant que partenaire financier, mais dans la mesure du possible, aller au-delà. Et donc évidemment, la cybersécurité, par les temps qui courent et les enjeux réglementaires qui l'entourent, sont des préoccupations. Le premier point, c'est de garder déjà en tête, je pense, les enjeux pour réussir la prise en compte de ces réglementations. Alors évidemment, le premier enjeu, c'est réglementaire. Il faut être conforme parce que sinon, il y a une amende à la clé. Mais ce n'est pas le seul. Il y a un deuxième enjeu qui est à peu près aussi évident, c'est un enjeu de conformité contractuelle. C'est qu'on a tous, dans nos contrats commerciaux, des clauses du type « on s'engage à être conforme à l'ensemble de la réglementation en vigueur ». Et ça, les clients, ils sont susceptibles de le faire valoir. Donc, il faut le garder à l'esprit. Et puis, moi, personnellement, je trouve que ces réglementations, elles sont plutôt bien faites dans l'ensemble. Et donc, il y a un véritable enjeu de maîtrise du risque. C'est-à-dire que dans ces circonstances-là, la réglementation m'aide à me protéger, à protéger mes services et à protéger mes clients. Alors évidemment, la difficulté, c'est que si vous vous lancez dans ces sujets de cybersécurité from scratch, c'est compliqué. Il y a beaucoup de thèmes, on les a abordés un petit peu, il y a beaucoup de sujets abordés, alors que paradoxalement, si vous êtes déjà relativement mature, c'est ce qu'on évoquait, avec 80% de couverture de l'ISO 27001 par exemple, voilà, je ne vais pas vous faire un dessin, mais pour BPI France, la mise en conformité avec ces réglementations, puisqu'on y est astreinte, c'est assez anecdotique. C'est un travail qui est facile. Évidemment, pour un petit entrepreneur,
c'est beaucoup plus compliqué. Nous, aujourd'hui, on accompagne au travers de deux types d'approches. La première chose, c'est qu'on fait du conseil. On met à disposition des services à nos clients. Donc, on a des activités de sensibilisation, c'est un petit peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. On travaille également à mettre à disposition, au travers de notre université en ligne, des contenus de sensibilisation et de formation, y compris sur ces sujets de cybersécurité et de conformité réglementaire. Et puis, on a un produit vedette que certains d'entre vous doivent connaître si vous êtes entrepreneur, c'est le Diag Cyber. On s'associe en fait sur tout le territoire national et ultramarin avec des acteurs locaux du conseil et on a conçu un framework qui permet d'accompagner des entreprises, des structures jeunes pour évaluer leur maturité cyber et pour identifier les quick wins, les principaux chantiers à initier. Et ça comprend évidemment les enjeux de conformité réglementaire. Donc ça, c'est toute cette partie accompagnement conseil. Et à côté de ça, on explore la possibilité aussi de proposer des produits parce qu'on constate qu'une partie de cette conformité, elle est dans les produits. Alors c'est pas ici que ça a été évoqué, mais la conformité, c'est des questions de formation, c'est des questions de process et c'est des questions d'outillage un petit peu. C'est pas la partie la plus importante, mais elle n'est pas à négliger. Et donc, pour les petites structures en particulier, trouver les outils techniques qui vont assurer cette conformité, qui vont assurer cette mitigation de risque, c'est un vrai challenge. Et donc là-dessus, nous, on travaille avec un partenaire pour proposer clé en main, avec un seul guichet, des outils de cybersécurité courants qui vous permettent d'aborder la plupart de ces problématiques. Merci. Johan, sans aller jusqu'à l'outillage ou à l'accompagnement qui est proposé par la BPI, est-ce qu'il y aurait déjà des solutions disponibles dans le monde du libre pour aider à la conformité des entreprises? Alors, il existe beaucoup d'outils, beaucoup de technologies dans le libre et dans l'open source. Alors, côté accompagnement, en soi, on va avoir surtout des cadres méthodologiques pour structurer la gouvernance et les process. Et là, par exemple, sur un projet qui est pas mal au niveau GRC, on peut citer CISO Assistant, un projet open source qui est quand même assez connu, qui vous permet d'avoir justement de monter en puissance sur de la KPI pour structurer une démarche ISO 27001 ou de GRC pur. Et là, vraiment, on est sur un projet open source qui est quand même assez friendly par rapport à d'autres solutions propriétaires pour gérer de la GRC. Donc tout ce qui est gouvernance, la gestion des risques et autres. Là, on a une plateforme, par exemple, open source qui peut vraiment aider dans la structuration justement de ce cadre et de cette méthodologie de mettre en place de la cyber dans un contexte. Voilà, un très bel outil. Et puis après, derrière, dans l'outillage, et là on est plus dans les mesures, on n'est plus dans cette partie gouvernance, mais dans des mesures opérationnelles, on a un écosystème cyber en open source et libre qui existe. On a des solutions côté firewall, on peut prendre des exemples comme pfSense, OPNSense, qui sont des alternatives aux solutions propriétaires ou d'éditeurs. Donc il y a beaucoup d'outillages qui existent dans l'open source pour apporter des réponses en termes de technologie, de technique, pour les intégrer dans l'écosystème. On prend un exemple simple, Proxmox, ça a été une révolution, puisque beaucoup d'entreprises qui étaient sur l'ESX, sur ces hyperviseurs qui a été racheté par Broadcom, les licences ont augmenté de manière assez significative pour beaucoup d'entreprises et de clients. Et il y a maintenant une grosse adoption en fait, de ce projet Proxmox. Beaucoup d'entreprises sont en train de migrer en fait, de solutions d'hyperviseurs propriétaires à de l'open source. Et on va en retrouver de plus en plus. Il commence à avoir une ouverture d'esprit sur ces concepts, à se rappeler qu'en fait, là, au gros avantage de l'open source et du libre, du moment où on maintient et on a le code sous la main du projet, du produit, de l'application ou du service, on est capable de l'acculturer. Bien sûr, là, la limite sera les compétences, mais on est capable de prendre ce code, le faire évoluer et le maintenir. C'est ça aussi le concept qu'il y a derrière. Et là, on peut parler même de maîtrise derrière l'adoption en fait, de ces projets open source ou libres. Voilà. La partie approche par le risque, elle est structurante dans ces réglementations, qui peuvent être lourdes à implémenter en entreprise, et donc on pourrait être tenté en fait, d'adopter une approche par le risque pour savoir si oui ou non je me conforme à ces nouvelles normes. Stéphanie, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus en détail les risques encourus pour les entités réfractaires? D'accord. Donc, le risque, il est évidemment financier. Puisque les non-conformités sont sanctionnées assez lourdement. Donc, on va prendre l'exemple du CRA qui nous intéresse ici en premier chef. D'abord, une non-conformité a une sanction indirecte, c'est-à-dire que si vous n'avez pas la conformité, eh bien, les éléments qui comportent les produits qui comportent des éléments numériques ne pourront pas être mis sur le marché. Il faut avoir cette certification CE, ce marquage CE, pour mettre à disposition un produit connecté sur le marché. Ensuite, les sanctions financières. Là, on est sur 15 millions d'euros ou 2,5% du chiffre d'affaires annuel mondial.
pour certaines infractions. Donc ça, c'est le maximum. Une absence de marquage, à titre d'exemple, on est sur 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial. C'est un maximum et bien sûr, le principe de proportionnalité s'applique. Je voulais aussi vous rendre vigilance sur un point, c'est que suite à l'adoption de la loi DADU cette année, l'action de groupe a évolué et son champ d'application a évolué. Donc désormais, une action de groupe peut être intentée donc, par des consommateurs, des utilisateurs, pour des manquements au RGPD, on va faire un raccourci, donc pour un manquement à la sécurité des données, mais également pour un manquement aux dispositions du CRA. Alors ça ressort de l'article 65 du CRA et ça ressort également de cette fameuse loi qui renvoie à l'annexe 1 de la directive qui a été transposée par la dite loi qui concerne les actions représentatives en matière de consommation. Donc on s'expose aussi à des sanctions judiciaires. Donc on l'a compris, les entités ont quand même tout intérêt à enclencher une démarche de mise en conformité. France, quel conseil pourriez donner à une entreprise qui entamerait justement cette démarche? Alors, vaste sujet. Dans le temps, dans l'examen que passaient les officiers de l'armée britannique, il y avait une question qui était « Comment fait-on pour construire une tranchée ?» Et la réponse était « Sergent, construisez-moi une tranchée ». Alors, la conformité réglementaire, c'est un petit peu le même principe. Ce n'est pas à vous, entrepreneur ou CTO ou ingénieur, de piloter la mise en conformité réglementaire. Adressez-vous à des spécialistes, adressez-vous à des professionnels. J'irai même plus loin, faites appel à un ami. En fait, ces problématiques de conformité, elles sont partagées par tous les écosystèmes. En fait. Donc aujourd'hui, songez que vos clients, déjà, peuvent être impliqués, peuvent être intéressés par votre conformité réglementaire. Ils peuvent vous accompagner et parfois vos clients ont des structures plus larges, ils ont des compétences, ils ont des capacités que vous n'avez pas en interne. Vos fournisseurs, plus ponctuellement, peuvent être intéressés. Il y a énormément également d'organisations professionnelles. Donc, il y a des organisations par domaine d'activité. Il y a également des régions, des collectivités locales qui ont des initiatives. Je sais que la région Rhône-Alpes, et c'est pas pour failloter, a pas mal de sujets autour de la cybersécurité. Donc, j'imagine qu'ils auraient également des initiatives autour de la conformité. Ça, c'est la première partie, faites appel à un ami. Et la deuxième partie, on l'a largement évoqué, c'est ne faites pas ça pour faire que de la conformité. Ça doit vraiment s'inscrire dans une réflexion plus large sur une analyse de risque. C'est quoi votre cœur de business? C'est quoi votre dépendance aujourd'hui à la technologie? Et comment on utilise à ce moment-là la mise en conformité pour produire de meilleurs produits, pour produire de meilleurs services. Alors, je tourne un petit peu autour du pot, c'est que si vous pensez bien que s'il y avait une réponse simple, je vous la donnerai. Mais voilà, ne restez pas isolés, faites appel à un ami et menez une approche par les risques. Parfait. Eh bien, on ne l'aurait jamais soupçonné, mais on a le temps pour des questions. Avez-vous des questions dans l'audience? C'est donc que nous avons été limpides. Oui. Bonjour. Oui, donc vous avez parlé du CRA, du CRA, NIS 2, DORA, etc. La cyber se cache dans beaucoup d'autres réglementations là, qui arrivent, directive machine, aussi le RED pour tous les appareils qui sont télécoms. Comment vous voyez cette convergence et comment adresser ça? Parce que parfois, en fait, on se retrouve avec de la cyber à traiter à plein d'endroits, y compris sur des machines industrielles qu'on ne va pas forcément vendre, donc qu'on ne va pas mettre sur le marché. Je vais essayer de synthétiser la question. Je n'ai pas entendu. Vous l'avez entendu Oui. Alors, sur le fait qu'il y a d'autres directives et que donc il y a de plus en plus de machines qui sont impliquées avec de la cybersécurité et comment ça va se déployer, je laisserai peut-être mes voisins répondre derrière. Mais en gros, si vous avez un ordinateur, vous devez faire de la cybersécurité, point. D'accord ? Alors, il y a des endroits où la réglementation n'y est pas encore. Il y a beaucoup d'endroits où elle est déjà, mais si vous n'êtes pas encore soumis à des réglementations, et de nos jours, soit vous êtes soumis au CRA, soit vous êtes soumis à quelque chose de plus sévère, donc c'est vite vu, vous aurez à faire de la cyber. La question est le quand, et la réponse est bientôt.
Donc c'est facile, on ne va pas y couper. Et j'ajouterais, il faudrait le prendre en compte dès le départ, en fait, au plus tôt, dans la démarche. Après, derrière, dans la mise en œuvre du produit, dans la conception, il y a tout un cadre, qui permet justement la structuration de ça, de concevoir son produit, de mettre en place des pipelines pour sécuriser la conception, passer en revue le code qu'on va faire de notre produit, le tester aussi. Il existe ça, c'est ce que je citais tout à l'heure, l'IEC 62443, qui va pouvoir mettre en place ce cadre méthodologique. Et pareil, c'est de faire des audits sur son produit pour s'assurer de la conformité. Et je vais prendre un bel exemple qu'on voit maintenant depuis quelques années, c'est les OIV qui imposent à leurs prestataires ou à leurs concepteurs de produits à vocation de SIV ou de structure OIV des produits qui répondent à des exigences. Et on le voit maintenant dans le cahier des charges des produits qui sont faits par les OIV à destination de leurs prestataires ou leurs concepteurs de produits. Il y a des clauses cybersécurité. Il y a comment mettre en place de l'authentification, comment connecter l'équipement à un réseau du client en question. Donc ça y est, ça arrive et le cadre méthodologique est déjà présent et utilisé en France par les OIV essentiellement. Mais on le retrouve de plus en plus dans les grands groupes. Voilà. Bon, je ne suis pas speaker, mais je me permets quand même. Aujourd'hui, il y a quand même énormément de réglementations, parfois très sectorielles, qui peuvent s'appliquer. Si vous n'avez pas forcément connaissance, enfin si vous en avez connaissance dans le cadre de vos activités, tant mieux. Sinon, pas hésiter à se tourner vers un conseil qui pourra vous aiguiller. Sachant que dans ces réglementations, on a quand même tout un tas de démarches et d'obligations, encore une fois, qui peuvent être mutualisées. Et donc, il faut éviter à tout prix de traiter les réglementations une à une, gagner du temps, mutualiser les chantiers, et ça pourra vous faire gagner beaucoup de temps et d'investissement. Si je peux compléter aussi, alors, je vais revenir sur NIS 2. Vous avez vu que NIS 2 aussi, en termes d'exigence sécurité, on ne réinvente rien. On parle d'authentification forte à généraliser, on parle de sauvegarde, on parle de pratiques de résilience, de gestion de crise. Enfin, on n'invente pas des nouvelles exigences. Si déjà vous appuyez sur le guide d'hygiène, comme disait France, avec l'outil diagnostic cyber, on s'appuie sur notamment le guide d'hygiène. Si déjà on applique le guide d'hygiène, ça permet d'aider de nombreux points de conformité. Et ce que dit Nicolas aussi, c'est après de vos contrôles en place, c'est de faire la jointure avec toutes les directives et les points de conformité que vous avez. Ce sont des exigences supplémentaires, mais la plupart du temps, vous avez déjà vos mesures mises en place, si on parle des bons principes et de l'hygiène de sécurité. Donc c'est vrai que 2025, on parle aussi beaucoup d'années de conformité auprès du RSSI. On est de plus en plus à répondre, au rendre des comptes et donc à faire de plus en plus d'audits. Mais vos mesures restent les mêmes. Pour compléter le propos de Nicolas, toutes ces normes sont relativement bien harmonisées aujourd'hui avec des renvois. Je pense au CRA, par exemple, qui exclut du périmètre d'application un certain nombre de secteurs d'activité qui sont déjà réglementés par des règlements ou des directives, dans lesquels on retrouve d'ores et déjà la plupart des attendus en matière de cybersécurité. Et si ce n'est pas encore le cas, ce le sera très, très rapidement. Bonjour, j'avais une question. Ah, je vais parler plus fort. C'est par rapport à toutes les normes qui arrivent. On sait que effectivement, on ne réinvente pas la roue, mais néanmoins, il y a beaucoup plus d'entreprises qui vont être impactées. On peut se poser la question, est-ce que vous pensez que l'écosystème français, en termes d'entreprises de services, est prêt à absorber la charge ? Ou est-ce qu'on, dans l'année à venir, on va se retrouver avec un embouteillage d'entreprises qui vont essayer de trouver soit des ressources, soit des entreprises de services qui sont prêtes à développer, à déployer ce type de services. Est-ce que l'écosystème est prêt pour absorber la charge ? Merci Benoît pour cette question. Oui, alors c'est une des raisons pour lesquelles j'attire votre attention sur le fait que la solution n'est pas que chez un conseil juridique ou une entreprise de conseil. Je pense en effet que vu le nombre de structures qui sont impactées, il risque d'y avoir un petit peu d'embouteillage dans le secteur du conseil. Et puis c'est pas comme si c'était le seul sujet qu'on a sur notre métier à tisser pour le moment. Donc d'où l'importance aussi de se tourner vers ses pairs, vers des organisations professionnelles, vers des structures publiques ou semi-publiques qui abordent ces sujets-là. Après, peut-être que Stéphanie se prononcera sur la flexibilité du régulateur dans le cas où on aurait des impossibilités physiques. Mais c'est clairement un point d'attention, je pense, pour beaucoup d'entreprises.
C'est peut-être le moment d'aborder Omnibus 4. Donc, Omnibus 4, c'est un train de mesure qui fait partie du train de mesure de simplification européen, qui est actuellement en cours de discussion. Omnibus 4 vise à alléger le secteur du digital pour un certain nombre d'entreprises. Donc, les entreprises concernées sont des entreprises de taille moyenne, on va dire. Ça concerne des entreprises qui ont, de mémoire, moins de 750 salariés et jusqu'à, Nicolas, je ne sais plus si tu as le chiffre en tête, 150 millions de chiffre d'affaires, il me semble, à vérifier. Je n'entends pas, c'est pas grave. Donc, l'objectif serait, puisque on réalise aujourd'hui que parmi les acteurs concernés, beaucoup n'auront pas les moyens d'y répondre. C'est un coût financier assez important. Donc aujourd'hui, on a d'ores et déjà une proposition d'allègement des formalités liées à l'application du RGPD qui vise le maintien du registre des traitements. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur l'allègement possible du CRA ou d'autres dispositions. Mais c'est un peu, je dirais, dans l'air du temps. Et en tout cas, c'est en discussion actuellement au niveau de la Commission européenne. Donc, ce n'est pas vraiment un retour en arrière, c'est plutôt un allègement de certaines obligations pour un certain type d'acteurs. Pour répondre directement à la question, moi je pense que oui, il va y avoir un embouteillage, c'est un peu inévitable, mais ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive dans l'industrie informatique. Une nouvelle techno qui arrive, on manque désespérément d'experts dans la nouvelle techno, les salaires explosent, les demandes explosent, ça arrive tout le temps. C'est pas nouveau. Comme d'habitude, ça va se développer. Comme d'habitude, les entreprises vont énormément galérer sur leur premier projet mis au CRA. Le deuxième, ça va se passer mieux. Et le troisième, c'est l'infrastructure sera en place, il y aura les guides, etc. Laissons le temps au temps. C'est comme souvent, on ne sera pas prêt à temps, on sera prêt un peu après. Et d'ici 5-10 ans, ça sera la routine. Voilà, il ne faut pas s'inquiéter. On a déjà fait ce genre de choses, on va le refaire. Oui, j'allais dire un peu la même chose sur la partie RGPD où on a déjà fait entre guillemets ce type de démarche et d'approche. Sur la partie formation aussi, quand on voit les écoles produire des ingénieurs cyber ou des profils cyber aussi qui alimentent un peu le marché, on a quand même une explosion de la vague de profils cyber. On a quand même pas mal de profils gouvernance, GRC qui vont pouvoir s'acculturer en fait ces différentes normes, réglementations et monter en charge. Mais c'est pareil, c'est rarement des profils juniors, clairement, qui sont capables de monter en charge sur autant de normes, être capables, comme ça a été très bien dit, de pouvoir être transverse sur ces normes et trouver des points à traiter, des similarités. Il faut pouvoir avoir du recul sur ces normes et avoir une acculturation côté gouvernance pour pouvoir se les approprier. Mais il y a déjà ça côté société de conseil. Toutes les grandes ESN, il y a toujours des pôles gouvernance, mise en conformité, ils font ça depuis des années. Les OIV, c'est un bel exemple. Toutes les obligations qui sont venues depuis quelques années, les ESN sont dessus. Donc, je serais peut-être un peu moins négatif. Effectivement, il y aura peut-être un entonnoir à un moment, mais en tout cas, le vivier de compétences et de gens qui sont à même de traiter cette partie au niveau gouvernance, je pense qu'on a du monde. Voilà, clairement. J'aurais plus de soucis sur la partie technique. Mise en œuvre, des profils techniques d'intégration et autres, où là, il y aura peut-être dans les années à venir, peut-être un peu une différence justement par rapport à des profils plus orientés gouvernance et autres. Voilà. Je reviens juste sur ce qui pourrait causer l'embouteillage. On parlait de la réglementation. L'échéance de la réglementation, on la connaît. Et la montée en puissance ces dernières années, elle n'est pas que due à des effets réglementaires. Il faut prendre en compte aussi la menace. La menace, elle existe, elle peut tomber n'importe quand. Fin 2027 peut-être pour certaines réglementations, mais le ransomware, c'est peut-être demain, c'est peut-être dans une semaine, peut-être dans 5 ans. Statistiquement, ça arrivera très certainement. Et c'est à lui aussi qu'il faut se préparer. Donc l'embouteillage, il n'est pas, on va dire, que dû à un effet réglementaire. Il faut vraiment penser aussi à la menace qui est derrière et qui monte depuis quelques années. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on a le temps pour la question subsidiaire qui restait. C'était le mot de la fin. Moi, mon mot de la fin, ce serait un peu ce qu'on dit depuis le début. Oui, il y a du travail. Oui, ça va être compliqué, mais pas de panique. On va y arriver. On peut s'appuyer sur ce qu'on sait déjà faire. Il y a beaucoup de gens qui étudient déjà la question depuis longtemps, depuis que les projets de loi étaient des projets. Ça va demander un peu de réorganisation, ça va demander un peu de travail, il va y avoir des ratés, mais au final, on va y arriver et ça va bien se passer.
Moi, je rebondis sur ce que disait Nicolas. Si la réglementation existe, c'est qu'il y a une menace. Donc, cette réglementation, elle est importante pour répondre à cette menace. Et je te rejoins dans le sens où, oui, on va y arriver. Simplement, prendre les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, travailler main dans la main entre les différents services, le juridique et l'opérationnel, parce que l'un sans l'autre, c'est compliqué de mettre en place des réponses conformes. Et puis, moi, je pense qu'à l'exemple du RGPD, comme vous le disiez tout à l'heure, nous allons pouvoir réaliser ces mises en conformité dans les années qui viennent sans plus de difficultés. Oui, je suis également d'accord, on va y arriver, des vagues de réglementation, on en a vu par le passé. Je pense que si on prend un petit peu de hauteur, l'une des conclusions qui s'impose, c'est que nos métiers de la technologie, et particulièrement mon métier de la cybersécurité, ont définitivement maintenant un pied dans le juridique. Et si dans vos équipes, vous n'avez pas encore ce genre de compétences, il est temps de se poser sérieusement la question en interne ou via un partenaire, d'être capable d'anticiper ces sujets. Moi, je suis dans une structure où j'ai des spécialistes qui se penchent sur ces questions juridiques, mais au-delà de ça, je travaille avec les entreprises sœurs du groupe Caisse des dépôts pour mettre en place une veille réglementaire commune, parce que c'est un sujet qui est là pour durer et c'est un sujet qui va peser de plus en plus sur nos activités au quotidien. J'aime bien aussi résumer CRA, NIS2, DORA comme étant le quoi. Ça donne les exigences. Et les normes telles que 27001 ou des guides d'hygiène ou des standards peuvent être un élément de réponse, peuvent être une réponse en apportant le comment. Donc j'aime bien dissocier avec le quoi, les exigences, et le comment avec ces standards et ces bonnes pratiques. En tout cas, pour moi, la vie, c'est qu'on a tous les outils, on a les cadres méthodologiques, on a des solutions, on a la compétence, on a l'expertise. Donc pas de complexité dans l'exercice. Ce sont des mises en conformité de normes avec des exigences qu'on a déjà discutées. Il y a plein d'exemples de choses qui sont déjà présentes dans les systèmes d'information des entreprises. Et le point positif, en fait, c'est comme le RGPD, ça force les organisations, les éditeurs à reprendre le contrôle sur leur informatique, chose qui a été vraiment, des fois, pour certains, bien dévolue dans le nuage, dans le fameux cloud. Et là, ça force à reprendre la main, en fait, sur sa techno et de la comprendre. Et ça, c'est le plus important, en fait, pour pouvoir être serein dans la mise en conformité de tout ça. C'est parfait, j'ai l'impression qu'on sera peut-être une des seules tables rondes en matière de cybersécurité à finir sur une note d'optimisme. C'est à saluer. Eh bien, merci beaucoup à nos speakers, merci à vous et je vous souhaite un bon salon.